En un épisode de podcast ou une vidéo, vous serez au top de l'info sur l'IA avec les nouveaux modèles d'intelligence artificielle et les nouveaux outils. On parle aussi de Samsung, sa capacité à produire. J'ai l'impression qu'il faut tous qu'on soit d'accord là-dessus. Les meilleurs écrans de smartphone. On va parler de Starlink d'Elon Musk et même du nouveau Neom. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce méga projet futuriste incroyable d'Arabie Saoudite avec l'immense méga cité en longueur, la The Line. Notamment, il y avait d'autres choses aussi. On le savait à l'époque, soit ça allait être un bid, soit ça serait un point marquant dans l'histoire de l'installation des civilisations humaines sur Terre. On commence à avoir une réponse. Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 3 février 2026 et c'est l'épisode 367. Et dans 367, il y a 6-7. Cet épisode... C'est 467. Putain, c'est 2 fois de suite. C'est incroyable. Pourquoi j'enlève une centaine d'épisodes comme ça, c'est fou. Ce qui est important, c'est le 67. Ça te rajeunit un petit peu aussi, faut le dire. Mais peut-être, voilà, chaque jour, je me rends compte que je vieillis. Je fais de l'aquafitness le lundi midi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je suis officiellement trop vieux, maintenant je suis un senior. Allez, cet épisode, il complète votre suivi de l'actualité tech de l'épisode précédent, déjà dispo dans votre app de podcast et sur la chaîne YouTube de Tech Café avec les interactions de la communauté Tech Café, la rubrique jeux vidéo et les infos essentielles. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je ne suis évidemment pas seul, vous l'avez entendu, il est à la tech Il est à la tech ce que les câbles HDMI sont à nos écrans plats. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Et oui, j'existe en plein de versions. Je suis extrêmement casse-couille parce que j'affiche pas la même chose selon les standards. J'ai découvert ça, Guillaume, pour les besoins des streamings, etc. Ici, j'ai découvert qu'il y avait certains câbles HDMI qui étaient pas chers et d'autres qui permettaient de faire des choses que les autres ne permettent pas. Et j'ai découvert des prix de câbles HDMI que je n'imaginais pas possible. Et alors, avec des packaging incroyables, j'ai acheté un câble HDMI. Alors, c'était quoi ? C'était 40 balles le câble quand même. Hein. Et alors, le packaging était incroyable. Je pense qu'ils ont mis la moitié du budget dans le design du packaging. C'était complètement dingue. Pour un putain de câble, quoi. Un putain de câble HDMI. Mais si essentiel, et il affiche des bonnes qualités en plus. Tapis rouge que nous déroulons en ce début d'épisode de Tech Café pour accueillir les personnes qui se sont abonnées sur patreon.com/techcafé ou qui ont renouvelé un engagement. Bruno Chanel, Nicolas Bullier, Synaptic Conseil, Thorax, Antoine Lassagne et Jackpot44 qui vient peut-être de Nantes, je sais pas. Merci beaucoup à vous. Et puis nous déroulons également le tapis rouge brodé en or pour nos mécènes qu'on va pouvoir continuer à citer au début de chacun des épisodes de Tech Café. Wimo.com, WYMMO.com, un site d'annonces immobilières sur lesquels les modalités de recherche sont un petit peu différentes des autres outils immobiliers. Et puis Duke Analytics pour des entreprises qui n'auraient pas de service data mais qui voudraient transformer leurs données en analyse et en prise de décision. Merci beaucoup à Stéphane à La Réunion qui est derrière Duke Analytics. Sans autre forme de procès dans cet épisode de Tech Café, bien entendu, comme chaque semaine, les modèles d'IA de la semaine, et c'est avec de la vidéo, une fois de plus, que ça va ponctuer cette actu, Guillaume. On a de tout. On va commencer cette revue des modèles de la semaine avec Action Mesh, qui est un projet de recherche de Meta, en collaboration avec l'University College. Alors lui, il fait des objets en 3D, mais animés. Oui, parce que j'ai l'air des images, des vidéos, des objets en 3D, tout ça, c'est ringard maintenant. Ben non, j'ai l'air des objets en 3D animés à partir d'une vidéo. Par exemple, vous avez une vidéo de chameau, et non pas de dromadaire, attention, rien à voir, ça marche que sur les chameaux. Donc un chameau qui arrive sur une palissade, comme ça, et vous envoyez ça au modèle, et il vous donne un magnifique modèle en 3D animé de chameau, qui fait les mêmes mouvements que le chameau de la vidéo, évidemment. Donc le modèle va imaginer le chameau en 3 dimensions, vous pouvez vraiment faire le tour de votre chameau, tout ça. Et ça marche avec des animaux, bien sûr, mais ça marche aussi avec des sujets complexes, comme un chevalier, sur un cavalier sur un cheval. Par exemple, évidemment, tout ça peut être utilisé en synergie avec un générateur de vidéo. Donc si par exemple, vous voulez un champignon qui parle... même un champignon qui chante un air d'opéra plutôt. Voilà, c'est plus... Ouais. Il suffit de générer une vidéo de champignon qui chante sur un air d'opéra, donc ça, c'est extrêmement facile aujourd'hui. Oui. Et après, vous envoyez tout ça dans Action Mesh et vous avez votre champion 3D qui chante Ave Maria pour votre super jeu indépendant dans lequel vous gérez une chorale de champignons, quoi. Donc c'est parfait. Le modèle... Nintendo t'écoute.
Quelle excellente idée. Le modèle est même encore un peu plus général que ça, puisque vous pouvez prendre en entrée de la 3D et demander un mouvement avec un prompt. Vous pouvez animer des trucs qui existent déjà, des trucs en 3D qui existent déjà. Vous pouvez le faire avec une simple image d'ailleurs. Il vous suffit d'avoir une image d'un poulpe avec une raquette de ping-pong pour le faire jouer au ping-pong en 3D, si c'est pas merveilleux quand même. Des maracas. Exactement. On passe ensuite à un papier de recherche de ByteDance, cette fois, qui s'appelle Omnitransfer. C'est un générateur de vidéos et comme son nom l'indique, il est capable de transférer tout. Les effets spéciaux, le mouvement des personnages, le mouvement de la caméra, le style et aussi le visage. Donc par exemple, vous pouvez avoir, une image de référence d'une japonaise en kimono qui regarde un feu d'artifice, tellement classique au Matsuri, et vous donnez en référence image la photo d'une autre femme, et là, le machin mi-transfert, là, il vous fait donc cette autre femme dans la même situation, enfin à peu près. On peut transférer des effets spéciaux comme des morphings ou des gens qui font des boules de feu, ce genre de trucs, on peut transférer les kamehameha. Le transfert de mouvement aussi est assez évident, donc vous avez une fille qui danse dans l'image de référence, vous avez un mec avec un cadrage qui est totalement différent, ça c'est assez original, donc vous avez une fille qui danse disons en plein pied, et puis le mec on voit juste une partie de son corps. Si vous pouvez faire le transfert de la danse sur le mec, il va danser de la même manière que la fille, mais garder le cadrage d'origine. Et ça marche avec tous les styles. Donc vous pouvez animer la Joconde par exemple, ou vous pouvez aussi animer le Kiki de tous les Kiki, ou Ultraman, ce que vous voulez. Et bien sûr, vous avez le transfert d'identité, vous pouvez évidemment mettre n'importe qui en scène dans n'importe quelle situation, comme d'habitude. L'intérêt ici, c'est que le modèle de ByteDance, c'est que c'est lui qui fait tout, il est complètement polyvalent, Donc il généralise plutôt bien, donc il arrive à se sortir avec des scénarios à plusieurs personnages, par exemple, ou des styles différents. Donc ByteDance a déjà un générateur vidéo qui s'appelle SeedDance, et donc on imagine très bien ça, en combinaison avec SeedDance, ça pourrait faire un sacré carton évidemment sur les réseaux, puisque tout le monde pourrait modifier un petit peu comme il veut ses vidéos, et éventuellement les vidéos des autres. On va terminer sa petite revue de détail avec une technique qui nous vient de l'université de Singapour, et qui est un peu moins spectaculaire, mais qui est quand même, si on regarde bien, c'est quand même fort. Ça permet de raffiner la génération de modèles vidéo en termes de qualité, et surtout en appuyant sur le réalisme de la physique. Pour simplifier beaucoup, on peut dire qu'on fait une vidéo de manière itérative, c'est-à-dire qu'on en génère une, puis on perturbe légèrement la vidéo qu'on a générée, alors dans l'espace latent, et puis on la régénère encore une fois, et ainsi de suite. Et donc on raffine cette vidéo petit à petit, qui devient de plus en plus réaliste. Alors le code est disponible, les vidéos démonstrations sont quand même impressionnantes, puisqu'il s'agit par exemple d'une jeune fille qui fait du cheval d'arçon, et pour le coup, il n'y a absolument rien à dire. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de membres qui se fusionnent les uns dans les autres, de devant qui devient le derrière, de jambes qui fait des trucs bizarres. Non, tout est nickel. Il y a aussi quelqu'un qui déchire un tissu, et c'est vraiment à s'y méprendre. Les déchirures sont totalement réalistes, Donc on imagine évidemment que tout ça demande malheureusement d'autant plus de calculs, mais le résultat est là. Tu sais, je me posais une question quand je voyais tous ces modèles, et c'est une question que je me pose un peu en trame de fond, même chaque semaine, quand tu nous fais ta petite sélection, là, qui est très précieuse, je trouve, parce qu'on voit les domaines de progrès dans la recherche. Je me demande quels sont les prochains grands domaines de recherche, parce que, franchement, la voix, c'est bon, la vidéo, c'est bon, la 3D, j'ai l'impression que ça commence à bien générer. On parlait de la génération de monde dans l'épisode précédent avec Génie 3. Selon toi, c'est quoi les prochaines grandes étapes où tu te dis, c'est compliqué, en plus, on n'a pas du tout préparé cette question et je t'interpelle comme ça durant l'enregistrement, mais c'est quoi pour toi les prochaines grandes étapes d'exploration et de progrès dans les IA qu'on verra et qui vont nous marquer, qui vont nous faire un véritable effet waouh selon toi? Il y en a peut-être plein d'ailleurs, ou aucun, j'en sais rien. En fait, tout ce dont on parle, ça a l'air absolument génial, mais c'est que le début. Par exemple, si tu parles de Génie 3, par exemple, Génie 3, oui, il y a des génération de monde. Donc c'est un générateur de monde. Bon, alors c'est très bien un générateur de monde, mais en réalité, la génération de monde, elle est quand même un peu approximative. La physique, elle est approximative aussi, ça ne dure que 60 secondes. En gros, c'est quand même très limité. C'est vrai finalement. Que les durées sont courtes. Tu vois, le truc n'a pas beaucoup de mémoire en réalité, pas tant que ça, quoi. Et finalement, on peut se dire qu'il y a quand même une marge de progression sur tout, en réalité, qui est assez importante, plus ou moins selon les domaines, c'est vrai, mais il y a toujours une marge de progression qui est assez importante. Utiliser un générateur d'images aujourd'hui, il vous fait des images qui sont beaucoup plus précises et évidemment beaucoup mieux que celles qui étaient que celles que vous aviez il y a 3 ans, c'est clair et net. Mais il y a encore, c'est toujours un peu approximatif. Souvent, ils ne vous donnent pas exactement ce que vous demandez. Donc, on peut imaginer plein de choses, mais il y a déjà, de toute façon, encore une marge de progression quand même qui est significative sur ce qu'on a. Et en fait,
Plus que des révolutions, d'ailleurs, on peut se poser la même question sur les LLM, hein, c'est là où je vais en venir d'ailleurs avec les articles que j'avais sélectionnés pour cette semaine. Oui, on va parler de Ngram et c'est du lourd. Oui, Ngram, il en fait des tonnes. Bref, on va... Oui. Alors, avec Ngram, par contre, on va devenir un petit peu plus théorique, mais tu vois, ça fait partie de ces changements, de ces changements de structure, un peu de changement de paradigme même avec Ngram, hein, qui améliore, pas forcément de manière spectaculaire d'ailleurs, on va le voir, mais de manière quand même significative, les capacités des LLM qui... on va dire les LLM c'est puissant, tu vois, ils sont très puissants les LLM d'aujourd'hui, mais il y a aussi quand même une grosse marge de progression. Et donc on va devenir un petit peu plus théorique avec alors j'avais sélectionné 3 trucs, hein, 3 papiers de 3 chinois, hein, parce que c'est eux qui publient le plus, hein, faut le dire. Donc il y a un papier de DeepSeek, de Tencent et de ByteDance. Et ça concerne tous les 3 les modèles de langage, hein, et les 2 derniers tournent un petit peu autour de la même idée finalement, qui est celle de la compression des représentations, dont on a déjà un petit peu parlé. Mais on va commencer avec le papier de DeepSeek. Alors DeepSeek, c'est vraiment une boîte à la pointe, hein, qui a déjà fait beaucoup de contributions majeures au domaine de l'intelligence artificielle et des LLM en particulier. On a déjà parlé ici plusieurs fois, hein, et ce qui est bien avec DeepSeek, c'est que vraiment ils publient tout, quoi. Peut-être qu'OpenAI, ils sont super puissants, ils sont super forts, peut-être qu'ils sont largement d'avance, mais ils publient que dalle. Donc voilà. Et là, DeepSeek, il revient à la charge avec une nouvelle idée qui est vraiment intéressante et qui s'appelle Ngram. Donc, Ngram avec un E, hein, mais ça devient N-gram, c'est-à-dire une suite arbitraire de N symboles. Hein, le N-gram, tout simplement, c'est de là que ça vient. D'accord. Donc, on va voir pourquoi tout de suite, hein, enfin, presque tout de suite. On l'a déjà dit, les LLM ont essentiellement 2 composantes, on va dire. La première, c'est une sorte de cœur cognitif, hein, c'est lui qui va s'occuper des raisonnements, de manipuler les concepts, de faire des associations, tout ça. Bon. Puis il y a la deuxième qui est plus de la mémorisation, quoi, la mémorisation de faits, de la mémorisation de trucs factuels, quoi. Alors évidemment, c'est très simplifié, hein, ces 2 composantes ne sont pas séparées réellement, on a besoin de toute façon de notre mémoire pour faire des raisonnements, tout ça, les 2 travaillent ensemble. Hein. Cela dit, il y a effectivement une grande quantité de poids, de paramètres dans un LLM qui sont dédiés à la mémorisation pure d'informations. Or, si on a une composante qui est entre guillemets une sorte de base de données, il y a des manières beaucoup plus efficaces de faire une base de données qu'avec des réseaux de neurones. Hein. Clairement, oui. Une base SQL, hein, par exemple, hein, au hasard, je sais pas. Idéalement, ce qu'on aimerait faire, c'est peut-être soulager le LLM d'une partie des informations fixes, factuelles, qu'il possède, et s'en charger avec des méthodes traditionnelles. Et laisser, donc en gros, on utilise des méthodes traditionnelles pour la mémorisation, et puis on laisse les neurones faire le reste. Et c'est ça que veut faire Ngram. Alors DeepSeek a trouvé une manière de le faire concrètement, parce que ça c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire du tout. Et donc eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à l'intégrer dans une architecture de transformer qui reste à peu près standard. Alors comme on l'a dit 50 fois dans un LLM, pour un LLM, il n'y a pas de mots, il n'y a que des tokens. Chaque prompt, c'est une suite de tokens, hein, qui est ensuite plongée dans un espace abstrait qui devient une suite de vecteurs. Et c'est là qu'on est dans l'esprit, on va dire, entre guillemets, du LLM. Techniquement, un prompt de longueur n, c'est donc un n-gram. C'est une suite de n symboles, les tokens, en l'occurrence, qui représentent des mots. Et donc, certaines suites de tokens sont déterminées, si tu veux. Alors que d'autres, non. Donc, par exemple, le digramme, donc 2 tokens, digramme canne A, peut être suivi par pêche, peut être canne à pêche, ou ça peut être canne à sucre, donc ça peut être suivi par sucre. Oui. Parce que canne A, c'est pas une information factuelle, hein, c'est un truc qu'on doit déterminer par rapport à ce qu'on a dit avant, etc. Bon. Par contre, si j'ai le tétragramme Laurie est né le, ça c'est une information factuelle. Et ça va être le 2 mai 1982. Oui, Laurie a déjà 43 ans, ce qui ne nous rajeunit pas. Faut bien c'est vrai ? Ah oui, oui. Okay. Laurie a 43 ans. Vous l'aurez appris sur tes cafés. Dans ce cas-là, on n'a pas à réfléchir, quoi. Tu vois, on n'a pas à réfléchir parce que Laurie, elle est née à la date où elle est née, quoi. Puis c'est tout. On n'a pas le choix du coup des tokens qui suivent. Donc c'est pas la peine que le réseau de neurones s'occupe de ça. En fait, on pourrait tout simplement utiliser, je sais pas, une table de hachage par exemple. Et puis voilà. Une table de hachage, c'est une structure qui est très classique et qui permet d'associer une valeur à une clé. Donc la clé, ça sera l'encodage du tétragramme Laurie est né le. Et puis la valeur qui correspond, c'est la date de naissance. Oui. En tout cas, au moins, c'est le token qui suit avec la date de naissance. Concrètement, DeepSeek ne va pas utiliser des tétragrammes ou des suites très longues. Il va s'intéresser uniquement à des digrammes et des trigrammes, donc des suites de 2 ou 3 tokens, pour des raisons évidentes c'est plus facile, parce qu'évidemment, ça croît exponentiellement. Dans un LLM normal, on va rajouter un bloc, donc n-gram, comme il l'appelle, qui va être chargé d'apprendre à détecter les trigrammes et les digrammes qui appellent à des valeurs fixes.
Ces valeurs peuvent être donc retrouvées par une banale table de hachage, tout simplement. Leur nouveau modèle de langage va donc être divisé en deux parties. Il y a une partie des poids qui sera tout à fait normale, c'est-à-dire qu'on a l'habitude, neuronale, et une partie qui va coder des engrammes. Alors vous me direz que du coup ça fait 2 fois plus de poids, et donc ça fait 2 fois plus de calculs. Sauf que non, justement, parce que les engrammes ne demandent que très peu de calculs, ils sont déterminés, et l'accès à la mémoire quand tu as un engramme, se fait d'une manière très prévisible, qui peut être cachée d'ailleurs. Donc on peut même concrètement envisager de stocker la partie engramme sur le disque dur. Tu n'as même pas besoin de RAM pour faire ça. Donc on a un modèle qui est 2 fois plus gros, mais qui ne prend pas 2 fois plus de RAM, pas 2 fois plus de mémoire, et qui prend à peine plus de calculs. Parce qu'effectivement, il faut déterminer si on a un n-gramme, enfin un dégramme ou un trigramme qu'on peut aller chercher dans le disque dur, mais ça ne demande pas énormément de calculs. Et du coup, en ayant ces deux parties-là, on peut avoir un modèle qui est, disons, techniquement plus gros, mais qui consomme pas plus de calcul et pas plus de mémoire, mais qui serait plus puissant, parce qu'il aurait à sa disposition, tu vois, plus disons, plus de connaissances et plus de place pour faire les calculs, pour réfléchir. Et en fait, c'est vraiment le cas. Donc, ils ont fait toute une étude pour savoir quelle était la proportion de poids dédiée aux engrammes et aux neurones. Et pour une quantité de calcul équivalente, les modèles avec des engrammes sont toujours meilleurs. Et parfois significativement meilleurs, tout en étant plus rapides. Puisque chaque fois qu'on fait appel à un engramme, en fait, tu vas le retrouver sur le disque dur, c'est très rapide. Et finalement, tu as une partie qui est une base de données standard. Donc c'est une idée très originale qui consiste, pratiquement, on va dire, à mettre une partie de SQL dans ton LLM, et ça a l'air de fonctionner très bien. Pour l'instant, ça marche sur des modèles qui sont relativement petits, parce que ils ont fait de la recherche, donc ils commencent par des petits trucs. Mais on est vraiment très curieux et ça pourrait donner un truc intéressant sur un DeepSeek V4, par exemple. Alors je dis ça, à noter que c'est pas du tout évident que cette architecture soit effectivement utilisée dans la V4, peut-être que ça le sera plus tard, mais en tout cas, c'est prometteur. Et par contre, pour être bien sûr de comprendre, les données qui pourraient être stockées genre sur un disque dur, en tout cas pas faire l'objet de chargement en RAM en permanence, tu nous as donné l'exemple de la date de naissance de Laurie, mais virtuellement ça peut être n'importe quoi, on est d'accord? Oui, ça peut être absolument n'importe quoi. Ensuite, pendant l'entraînement, si tu veux, le modèle va déterminer que certains trigrammes sont fixes, c'est-à-dire il va déterminer quand est-ce qu'on fait appel à quelque chose qui peut être stocké. C'est-à-dire, il va déterminer quand est-ce que deux tokens appellent forcément un token qui vient après, Donc ça, il va le déterminer de manière... C'est pas nous qui le déterminons, évidemment, encore une fois, c'est vraiment de l'apprentissage. Donc tu as toute une partie qui est un petit peu soft du bloc engramme qui va apprendre comme ça les correspondances et qui va en fait stocker ces données qui sont fixes. C'est des déterminations fixes, tu as 3 tokens, tu as le token qui suit, tu sais que ça va être ça dans ce cas-là. Et ça, il va le faire évidemment dans la mesure du possible, c'est-à-dire on va lui attribuer par exemple, 30 milliards de paramètres, et donc il va il va associer le plus d'engrammes possible, puis quand il en aura plus, Donc après, ce sera comme ça, mais il va repasser à un truc normal. Mais donc il y a cette partie, si tu veux, qui va devenir plus ou moins presque déterministe, dans la mesure du possible. Est-ce que ça pourrait permettre de virer... J'essaye de faire le lien, tu sais, avec une autre info qu'on a déjà partagée, qui est par exemple le fait que les LLM, ils sont capables de restituer presque intégralement des bouquins genre Harry Potter, etc. Ça va être encore pire. Comment ? Ça va être encore pire, en fait. D'accord, ok. J'allais imaginer qu'au contraire, ça permettrait de cloisonner un peu plus les connaissances. Mais non, ça va être encore pire. Non, en fait... C'est que c'est tellement lié au langage, en fait, les livres, que je pense que c'est compliqué pour moi de me le représenter. Non, mais ça va pas limiter la mémorisation. En fait, c'est juste que on sait comment c'est qu'on a une partie mémorisation dans les LLM. Le truc, c'est que c'est comme si on rajoutait artificiellement des poids. C'est comme si virtuellement on avait 2 fois plus de poids, tu vois. Donc c'est comme si on avait un LLM plus de place pour stocker ce qu'ils vont avoir à digérer. Exactement, c'est comme si on avait un LLM 2 fois plus gros, donc il soit plus puissant, mais pour lequel il n'y a pas besoin de 2 fois plus de ressources. Il n'y a pas besoin de 2 fois plus de ressources, exactement. Ok. Bon, très bien. Donc ça, c'est un premier volet de recherche. Tu as dit qu'il y en avait 2 autres, notamment là, on va aller vers de la dissection sur les mélanges d'experts et les chaînes de pensée. Oui, alors en fait, oui, je vous l'avais promis, et je vais maintenant vous parler des 2 autres articles qui nous viennent de Tencent et de ByteDance. Donc, je vais aller un peu plus vite parce que c'est des concepts qu'on a plus ou moins déjà abordés, qui tournent toujours un petit peu autour de la même idée, et celui de ne plus vraiment utiliser des mots, donc des tokens, on va dire, de taille fixe, donc des encodages de taille fixe pour les mots, mais plutôt des concepts qui peuvent être de taille variable. Alors, c'est exactement ce que veut faire l'équipe de chez ByteDance avec Concept MOE. Bon, donc c'est
MOE pour mélange d'experts, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais ils vont fonctionner, ces mélanges d'experts, non pas sur des tokens, mais sur des concepts. C'est-à-dire non pas sur des mots, mais sur des phrases, plutôt, on va dire. En tout cas, sur des parties de phrases. L'idée fondamentale, c'est que on a un problème à la base de compression de données. C'est un problème de compression. En soi, quand on tokenise un texte, on transforme une phrase en un ensemble de tokens qui représentent des mots ou des parties de mots, et donc on compresse le message, concrètement. Si je prends la phrase « Aujourd'hui j'ai mal aux pieds », ça vaut 30 octets, ça. Mais ça vaut seulement 6 tokens. Donc, évidemment, c'est évident que chacun de ces tokens encode plus d'informations que chacune des lettres individuellement. Donc, on compresse, et chaque unité de compression encode plus d'informations. De fait, plus le vocabulaire qu'on choisit est important, meilleure est la compression. Le problème, évidemment, c'est qu'on a des rendements décroissants, puisqu'il faut encoder le dictionnaire. Donc, encoder l'index du dictionnaire, plus le dictionnaire gros, plus l'index est gros. Passer d'un vocabulaire de 5000 tokens à 500 000 n'augmente le ratio de compression que de 1,3. Donc, pour compresser plus, l'idée de ByteDance, c'est de fusionner des tokens, en quelque sorte. Dans une phrase typique, chaque token est sémantiquement parlant plus ou moins différent du token qui précède. Donc, si les sens ne varient pas trop, en gros, s'ils n'apportent pas grand-chose pour la compréhension, on peut les fusionner en un seul concept. Quand on a des brusques changements de sens, c'est qu'on est au bord, quoi. C'est du coup, on a un concept différent, et c'est comme ça qu'on va découper. Donc, cette délimitation, elle est complètement dynamique, et elle produit des unités de sens qui compressent encore plus d'informations que les tokens eux-mêmes. Cette compression peut être bénéfique parce qu'ensuite, une fois qu'on est du coup dans ces concepts, le modèle de langage, il agit plus sur des mots, mais sur des bouts de phrases entières. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un pré-traitement qui est fait, en quelque sorte, et il y a déjà le boulot qui est pré-mâché, un peu pré-digéré. Et donc le LLM, la partie de raisonnement, elle a moins de boulot. Parce que la partie qui fait effectivement le raisonnement, les calculs, peut-être, elle peut être plus petite, demander moins de ressources, parce que justement, en amont, on a déjà fait cette compression-là. Dans la structure du modèle, rappelle d'autres choses qu'on a vues, puisque ça parle un peu tous ces trucs comme Coconut, etc. C'est-à-dire qu'on a un encodeur, un module qui va regrouper les tokens en concept, donc en bout de phrase, si on veut, plus simplement. Et ensuite, le modèle de concept qui va remplacer le modèle de langage, c'est lui qui va faire les calculs, qui va déterminer quel est le concept qui suit. Et ensuite, on aura un autre modèle qui va transformer les concepts en mots, et puis un décodeur qui va rendre tout ça intelligible. Alors, l'idée d'augmenter le ratio de compression dans les LLM, c'est un truc qui est très à la mode, en fait. Je ne sais pas si vous avez souvenance de DeepSeek OCR. DeepSeek OCR, c'était donc un modèle qui fait de la reconnaissance visuelle, qui lit du texte, donc de manière graphique. Et on avait dit que il y avait des gens qui avaient utilisé donc la représentation de DeepSeek OCR pour compresser du texte. Et parce qu'en fait, il a une correspondance dans son esprit, il a une correspondance entre graphique et texte. Donc il sait manipuler les deux. Et c'est un peu la même chose qu'on a avec l'article de Tencent, qui est Render of Thought, et leur ND, donc rendu des pensées. Et leur idée, c'est de compresser les chaînes de pensée des modèles qui raisonnent, qui réfléchissent, qui peuvent être donc très longues, en blocs de tokens visuels qui normalement servent à représenter des images. Et le résultat, d'ailleurs, très concrètement, c'est très bizarre, puisqu'on a des modèles qui réfléchissent en images. Ils produisent réellement des images. Bon, par contre, c'est des images qui veulent rien dire. Pour nous, c'est des images qui sont moches, c'est des images qui n'ont pas de sens. Mais elles compriment leur réflexion. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'imaginent pas des scènes Ils vont pas s'aider à visualiser un problème en imaginant les scènes. C'est pas du tout ça. Ils vont encoder juste leur pensée avec autre chose que des mots. Alors du coup, évidemment, il faut utiliser un modèle de langage multimodal, c'est-à-dire qu'il sait déjà tokeniser les images. Et là, on l'entraîne à faire l'inverse, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de recevoir des images sous forme tokenisée et de les interpréter, il va utiliser des tokens qu'il n'est pas normalement destiné à produire, mais il va les utiliser pour faire des représentations condensées de mots. Donc il va représenter de manière plus compacte ces chaînes de pensée. Donc c'est des techniques qui peuvent améliorer les performances, alors pas forcément de manière spectaculaire, mais qui peuvent aussi économiser du temps de calcul et réduire la longueur des chaînes de pensée, puisque justement chaque token de cette chaîne de pensée encode plus de mots. Et donc globalement on va se retrouver avec des chaînes de pensée qui nous apparaissent plus courtes, et qui donc consomment moins de calculs. Donc tu vois, c'est deux concepts comme ça qui essaient de compresser un petit peu, d'aller au-delà des tokens pour avoir des meilleures représentations. Alors c'est aussi, on laisse aussi les LLM décider de quelle est la meilleure représentation pour eux, et c'est pas forcément notre représentation à nous.
Ce qui est marrant, c'est que vraiment tous les travaux chinois, et ça va dans la continuité de ce qu'on avait déjà dit pour DeepSeek ou d'autres travaux de recherche, mais ça montre à quel point l'orientation de la recherche, en tout cas celle que tu sélectionnes, mais je pense qu'elle est quand même représentative, montre à quel point ils sont amenés à vouloir optimiser les choses, sans doute dans un environnement où la ressource est restreinte. Je pourrais faire des ponts avec les restrictions d'exportation de matos qui permettent de faire des gros calculs, et j'ai l'impression qu'en situation un peu contrainte, un peu stressée, ils sont obligés de développer des trésors d'intelligence pour optimiser les choses. Et du coup, comme tu le dis, ils publient ça pour tout le monde, donc ça bénéficie à tout le monde finalement. C'est chouette. On continue notre grand voyage d'études sur le fonctionnement des IA avec une nouvelle caractéristique qu'on découvre a priori. J'ai l'impression, la capacité des IA à changer leur façon de comprendre les choses durant une conversation. Ça, c'est intéressant. Et salut à toi qui regarde cette vidéo sur YouTube. C'est le Guillaume du montage qui prend quelques secondes là juste pour t'inciter vraiment à t'abonner sur cette chaîne YouTube. Vous êtes nombreux et nombreuses à regarder les vidéos et à suivre les épisodes de Tech Café comme ça en consultation, mais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, donc c'est tout de suite là. Tu vas juste en bas et tu cliques sur s'abonner. Oui, on passe un article de Google DeepMind où on va parler des représentations linéaires des LLM. Il n'y a pas très longtemps encore, on rappelait que les LLM représentent dans leur esprit, entre guillemets, les concepts sous forme de direction dans un espace avec beaucoup de dimensions. En réalité, c'était souvent des superpositions de directions même. À la base, quand on a un concept comme par exemple, le concept d'être factuel, voilà, telle chose est factuelle ou telle chose ne l'est pas, on supposait que la direction ne changeait pas. Alors, la représentation, dans l'esprit du LLM, être factuel ou pas factuel, on pensait que c'était fixe, quoi. Ça paraissait logique. Et en tout cas, c'est ce qu'on voyait sur des prompts courts. Voilà. Chez Google, ils ont voulu aller plus loin et voir ce qui se passait quand les prompts devenaient beaucoup plus longs. Qu'est-ce qui se passe au cours d'une discussion entière. Donc ils se sont servis de petits modèles à eux, les petits modèles open source de Google, donc c'est les Gemma, et ils ont tenté de représenter dans Gemma quelle était la représentation linéaire de être factuel. Une représentation qui est activée, donc c'est une direction qui est suivie, si vous voulez, quand le modèle dit des choses factuelles, comme, Laurie est née en 1982, voilà, c'est factuel. Et puis, ils ont regardé... Décidément. Ça a dû te marquer, ça. Oui, ça m'a marqué, 43 ans. Et puis, ils ont regardé cette direction, comment elle évoluait au fur et à mesure que la discussion devenait de plus en plus longue. Sur 1, 2, 3, 4 tours des discussions, etc. Et ils se sont rendus compte que la direction variait. C'est-à-dire que la manière dont le modèle représentait le fait d'être factuel changeait en fonction de la discussion qu'il avait. Concrètement, ça veut dire que quelque chose qui est considéré comme factuel au début d'une conversation peut être considéré comme non factuel plus tard par le LLM. En gros, les LLM sont beaucoup plus influençables que ce qu'on aurait pu croire. Ils sont plus malléables. Ils ont des valeurs, comme des valeurs, les valeurs américaines, n'est-ce pas, par exemple. Ils ont des valeurs qui sont assez molles, finalement. Et c'est pas si étonnant que ça, si on y réfléchit bien. D'ailleurs, les Américains ont aussi des valeurs qui sont assez malléables. J'étais sûr. Si on y réfléchit. On était sûr. Bref, quand vous parlez avec un chatbot, mais en fait, c'est assez intuitif finalement, parce que quand tu parles à un chatbot, tu as l'impression de parler avec une individualité. C'est pas juste de l'anthropomorphisme, c'est juste que tu supposes effectivement que c'est une individualité, que c'est une entité qui te parle. Mais c'est pas le cas du tout. Vous parlez pas avec un individu, vous parlez avec un écho. Avec l'écho de souvenirs et des pensées de millions d'individus. Et le chatbot, quand il vous répond, il joue un rôle. Il n'est pas quelqu'un. Il devient quelqu'un en fonction de ce que vous demandez, en fonction du contexte. Les Américains se sont posés sur la Lune en 1969. Est-ce que c'est factuel ? Ça dépend à qui vous demandez. Il y a des gens qui pensent que c'est pas vrai. Il y a des gens qui pensent que c'est vrai. Et votre chatbot, en réalité, il a toutes les personnalités. Il a vu passer tous les livres d'astronomie, et puis il a vu aussi passer toutes les théories du complot. Il n'est pas quelqu'un, il est tout le monde à la fois. Et selon ce que vous dites, vous faites ressortir de manière un peu plus forte l'écho d'une personnalité ou d'une autre. Alors ça peut vous paraître évident, je ne sais pas si vous conceviez ça comme ça ou pas, mais du coup, ça veut aussi dire que c'est très difficile à maîtriser tout ça. Parce qu'on peut difficilement maîtriser les valeurs et les comportements de quelque chose qui n'est pas quelqu'un, mais qui est tout le monde. Parce que selon les situations, selon les contextes, et les contextes peuvent devenir très longs et très riches, le contexte va devenir de plus en plus lourd. Au plus le contexte est long, au plus il va avoir de poids sur sur la personnalité que va adopter le LLM. Donc vous avez beau l'entraîner, vous avez beau le fine-tuner pour lui donner un semblant d'individualité, un semblant de valeur fixe, au final, le contexte va aussi peser énormément et le LLM reste une machine à adaptation.
C'est un truc qui suit l'ambiance, quoi, hein, globalement. Et donc, c'est ça qu'on voit quand on voit effectivement que les directions changent, que les concepts, que les représentations de concepts changent. La conclusion à laquelle on peut arriver raisonnablement, et tu me diras si je me trompe, mais c'est que encore plus que jamais, quand je discute avec un chatbot, avec un service comme ChatGPT ou Gemini, que je lui demande des conseils, il ne faut pas prendre pour valeur d'évangile les conseils qu'il va me donner. Et il y a énormément d'éléments liés au contexte, à la manière dont je vais amener les choses, qui vont l'amener à répondre des choses. Et je peux pas prendre pour argent comptant ce qu'il me dit, non pas simplement parce qu'il hallucine ou parce qu'il se base sur des mauvaises données, mais aussi parce que le contexte fait qu'il va m'amener des réponses différentes. C'est ça la conclusion qu'on pourrait avoir ensemble? Oui, si tu veux. De toute façon, un LLM n'hallucine jamais, il n'a jamais faux. Je veux dire, si tu pars en conspi, si tu pars full conspi et que tu as une discussion conspirationniste avec lui à fond, les mots les plus probables qui vont sortir, c'est des mots qui vont te faire dire qu'en 1969, c'est Stanley Kubrick qui a filmé un truc pour la NASA et qui sont jamais allés sur la Lune. Parce que dans ce contexte-là, effectivement, c'est ce qui se passe. Alors évidemment, les chatbots commerciaux, ils vont avoir tendance à éviter de faire ça parce qu'on les a entraînés à coups de fouet pour qu'ils fassent pas ce genre de truc. Néanmoins, on a vu, et on l'a vu avec GPT-4o de manière manifeste, hein, et on le voit encore avec Claude d'une manière un peu d'ailleurs, on va en parler juste après, que ça reste des choses qui arrivent parce que c'est leur boulot. Le boulot d'un LLM, c'est dans un contexte particulier de te dire ce qui est le plus probable. Donc si tu parles sérieusement, il va te dire des trucs sérieux. Si tu pars conspi, il va te dire des trucs conspi parce que c'est normal en fait, c'est son boulot. Bien sûr, c'est ce qu'on lui a demandé de faire, effectivement. Bon, de toute façon, justement, comme tu le dis, ça nous permet d'enchaîner. Les IA peuvent être super utiles, mais aussi, du coup, on l'évoque, amener pas mal de problèmes. Et c'est d'ailleurs aussi, je comprends, notre utilisation qui pose problème, mais est-ce qu'on peut avoir un aperçu de la proportion de danger par rapport aux usages inoffensifs, justement, avec ces outils grâce aux travaux d'Anthropic? Oui, on reste complètement dans le thème avec une étude d'Anthropic qui étudie la fréquence avec laquelle son propre chatbot enfume ses utilisateurs. Précisément, ça, c'est bien, ça. Ils vont mesurer la proportion de discussions qui partent en couille. Selon les termes techniques utilisés par les pros, les professionnels s'accordent sur le fait d'ailleurs qu'il y a plein de manières de partir en couille. Oui. Par exemple, le chatbot peut distordre la perception de la réalité de son utilisateur. Il peut aussi le pousser à faire des choses qu'il n'aurait pas fait de lui-même. Il peut le rendre vulnérable, il peut susciter un attachement excessif, il peut même changer son échelle de valeur. Et tout ça de manière plus ou moins grave, bien entendu, de manière plus ou moins marquée. Comme les responsables des boîtes tech aux États-Unis, alors? Comme les responsables des boîtes tech aux États-Unis ou certains présentateurs télé. Anthropic a donc analysé 1,5 million de conversations avec Claude. Et pour résumer, ça part en couille à peu près une fois sur 1000, entre une fois sur 1000 et une fois sur 10 000, ça dépend, entre une fois sur 1000 et une fois sur 6000, on va dire. Mais après, évidemment, ça dépend de ce que vous regardez et de la sévérité que vous choisissez, quoi. Donc voilà. Alors bon, il y a un graphique qui sera beaucoup plus clair, qui est relayé dans les notes de l'émission. Vous pouvez aller voir ça, mais sachez que le chatbot va créer une distorsion de la réalité sévère une fois sur 1300 et va lourdement influencer les actions de son utilisateur une fois sur 6000. En gros, les ordres de grandeur, pour faire une idée, ça part en couille de manière légère environ une fois sur 100 et la plupart du temps de manière sévère ou modérée environ une fois sur 1000. Pour donner une idée très vague. Donc en relatif, évidemment, c'est pas beaucoup, mais dans l'absolu, c'est très loin d'être négligeable. On considère même les effets légers. En réalité, c'est même parfois une conversation sur 50. Donc c'est inquiétant, mais il y a aussi une chose qui est intéressante et qui a été remarquée par Anthropic, c'est une chose qui l'arrange bien d'un côté, mais bon, c'est quand même remarquable. La plupart du temps, quand ça part en couille, c'est quand même l'utilisateur qui commence, quoi. Ah! Et oui, le problème est entre le clavier et le dossier de la chaise. Et ça rejoint ce qu'on vient de dire. Là, dans la plupart des cas, l'utilisateur n'est pas juste passivement manipulé. Il cherche les emmerdes. C'est eux qui partent dans des délires, c'est eux qui demandent au chatbot de tout faire à leur place, de réfléchir à leur place, de prendre des décisions à leur place. C'est eux qui acceptent tout, sans rien dire, sans rien questionner, tout ça. Et les problèmes arrivent dans des situations qui sont assez classiques aussi, les situations de type personnel, je veux dire, des cas où l'utilisateur est particulièrement vulnérable en raison d'une crise ou d'un bouleversement dans sa vie, c'est une conversation sur 300 quand même, sur Claude. Lorsqu'un utilisateur a développé un attachement personnel étroit à Claude, c'est quand même un cas sur 1200, ou qu'il semble dépendre de l'IA pour des tâches quotidiennes, c'est un cas sur 2500, ou alors qu'il considère Claude comme Dieu, comme une autorité incontestable, et c'est quand même un cas sur 4000. C'est-à-dire, quand même, un utilisateur sur 4000 considère que Claude c'est Dieu, quoi.
Donc, et ça risque de pas s'arranger. Parce que, évidemment, les outils deviennent de plus en plus utilisés tout le temps. Ils s'améliorent aussi, ce qui fait que leur autorité peut aussi s'accroître. Donc oui, c'est quand même pas rien. Bon, allez, justement, on parle d'Anthropic. On a plusieurs infos. Là, on va parler des grandes boîtes tech qui font de l'IA. Et donc, on va commencer effectivement par Anthropic. Tu en parles régulièrement, d'ailleurs, avec des perspectives plutôt plus enthousiastes que ses concurrents pour l'avenir sur le plan commercial, j'ai l'impression, Anthropic. Anthropic, oui, on peut... il y a du côté... il y a un petit peu du bon et du moins bon dans ce qu'on va dire sur Anthropic, mais c'est vrai que Claude a quand même su vraiment trouver son public. Il a un business model qui me semble quand même plus solide que celui d'OpenAI, ne serait-ce que parce qu'il ne fait pas des chèques en blanc, parce qu'il a peut-être pas 500 milliards de dettes sur le poil pour le moment, on va dire, mais bon, on verra. En tout cas, il a l'air de s'établir même parfois là où on ne s'y attend pas, puisque selon le reporter de Bloomberg, Mark Gurman, le chatbot d'Anthropic serait extrêmement utilisé chez Apple. Donc Claude serait... En interne. Mais c'est ça qui est très rigolo. C'est qu'en interne, apparemment, ils utilisent Claude dans une foule d'outils, un peu tout le temps, un peu pour tout. Ils ont même des versions customisées de Claude qui seraient rien que pour eux, qui tourneraient sur leur propre serveur. Et oui, comme tu dis, c'est étonnant, parce que toi, dernièrement, ils ont quand même fait un partenariat avec Google pour $1 milliard. Apple donc avait intégré OpenAI, donc ChatGPT à iOS. Ouais. Et là, on se dit, mais... donc pour eux, ils se gardent Claude, et à nous, ils nous vendent Gemini et OpenAI. Ça veut dire quoi, ça? Après, c'est pas forcément déconnant de se dire qu'un outil apporte des services plus pertinents pour le développement de quelque chose et que tu considères qu'un autre outil a plus d'arguments pour le grand public. Au moins dans des périodes aussi changeantes que celles qu'on vit. C'est possible. En tout cas, ils mangent à tous les râteliers. Ça, c'est la conclusion plus facile, t'as raison. Vraiment, bon. En tout cas, chez Apple, ils seront sans doute contents d'apprendre qu'Anthropic va intégrer des plugins à son outil Cowork. Cowork qui est donc Claude Code pour les non-codeurs, globalement, qui va devenir extensible. Du coup, comme Claude Code l'est déjà, du reste, on pourra lui rajouter des fonctions assez simplement. Même des personnes sans beaucoup de bagages techniques pourront y arriver. C'est ça qui est bien avec des LLM. Je veux dire, les LLM, en gros, tu leur dis ce que tu veux, et puis voilà, tu leur dis ce que tu veux qu'ils fassent, et puis après, tu pries. Voilà. Et si ça marche, ça aura été facile à faire. Et on termine avec une note un peu moins positive, puisqu'Anthropic se prend encore un procès d'ayant droit. Alors, cette fois, ça vient de l'industrie de la musique. C'est Concorde et Universal qui l'attaquent pour avoir téléchargé illégalement pas moins de 20 000 chansons sous copyright. Alors ici, apparemment, on parle des partoches et des paroles. Alors ça, évidemment, Universal et Concorde, donc c'est les Rolling Stones, Elton John, Neil Diamond, Korn, c'est beaucoup de trucs très très connus. Et donc ça va faire très très cher, puisque toutes ces paroles, pour écouter Anthropic, qui ne les a pas oubliées, pourrait lui coûter jusqu'à $3 milliards, ce qui en ferait d'ailleurs un des plus gros procès non-class action de l'histoire. Bon, après, $3 milliards, Anthropic, qui pèserait déjà 350 milliards, tu vois, bon, tout est relatif. Par les temps qui courent, c'est des cacahuètes, c'est des petites sommes. C'est bien, on a parlé d'Anthropic, on va parler du grand rival, forcément, OpenAI, qui lance un nouvel outil, pourrait faire écho au sujet abordé ensemble la semaine dernière sur l'impact de l'IA dans les publications de recherche scientifique, parce que justement, ce nouvel outil, c'est quoi? C'est un peu le Claude Code des publications scientifiques, c'est ça? C'est un peu ça, c'est vrai, c'est ça. Et bon, ça, c'est plutôt cool de base, mais le problème des grosses boîtes d'IA comme ça, et des grosses boîtes tech tout court finalement, souvent, c'est que même quand ils font pas exprès, même quand ils essayent de faire des trucs vraiment utiles, ils sont susceptibles de foutre la merde. Prenez la dernière création d'OpenAI, effectivement, qui s'appelle Prism. À la base, c'est un truc qui a l'air très utile. C'est un outil de traitement de texte assisté pour les scientifiques. Alors précisément, c'est vrai que c'est le Claude Code pour la tech. Alors, la tech, c'est le traitement de texte qui est utilisé par tous les scientifiques du monde, c'est même... Alors, c'est pas précisément le plus user-friendly, parce qu'il faut quand même compiler son document, parce que la texte, c'est du code, en fait, et puis après, vous le compilez, ça fait, par contre, un document extrêmement professionnel, magnifique, c'est standard. Et bon, il existe une multitude de logiciels pour écrire du LaTeX et compiler du LaTeX, et à une époque, il y avait un truc qui s'appelait Crixet, qui était une solution cloud qui existe toujours, en fait, ça permet d'écrire en cloud, donc dans ton navigateur. Ça existe toujours, mais ça a été racheté par OpenAI fin 2025. C'est probablement la technologie de Crixet, d'ailleurs, qui a permis la création de Prism. Prism est donc un éditeur LaTeX avec un assistant intégré qui peut faire pas mal de choses pour toi. Donc des choses qui sont purement LaTeX, donc il peut faire des recherches, de la bibliographie, mettre en forme des trucs, vérifier
que les choses sont bien formulées, vérifier des formules, que les formules sont justes, des fois, vérifier des trucs, des affirmations que tu fais. Il peut faire des schémas, ça c'est très intéressant, par exemple, les schémas c'est chiant à faire, hein, souvent en LaTeX. Alors tu peux intégrer des trucs que tu fais avec des outils externes, mais si tu veux faire des trucs vraiment propres, écrire en LaTeX, tu as un langage pour ça, mais c'est super casse-couille. Et là, avec cet outil, tu griffonnes un truc sur un papier, tu le prends en photo, tu l'envoies à Prism, et puis le mec, il te prend le truc, il te prend le code directement, quoi. Donc oui, ça c'est peut... génial alors. Oui, ça peut accélérer les choses, évidemment, hein, et ça, c'est pas de refus, quand même. Prism est gratuit pour quiconque a un abonnement à ChatGPT, donc il est gratuit pour ceux qui payent. Et à la base, c'est vrai que ça a l'air plutôt sympa. Donc, non, pourquoi j'ai l'air de me plaindre là en fait? C'est un outil sophistiqué. Je suis quand même un gros grincheux, quoi. Donc oui. Il y a un mais. Je suis un gros grincheux, oui, mais bon, c'est vrai. Mais il y a un mais. Le problème, c'est que si Prism rend plus simple la création d'articles scientifiques, voire vraiment très simple, il peut aussi rendre plus simple la création de slop scientifiques. Parce qu'il y en a, hein, il y a beaucoup de slop, il y a beaucoup de revues qui sont submergées d'articles qui ont pratiquement, voire aucun intérêt, ni même parfois aucun sens d'ailleurs. Prism a le potentiel de démultiplier encore ce phénomène. Parce que n'importe qui s'abonne à OpenAI pour 20 balles, il utilise Prism et il se prend pour un super génie, il demande à ChatGPT des trucs et lui, il peut créer un truc qui a l'air d'être complètement professionnel et qui est complètement bullshit. Et OpenAI mentionne bien que c'est pas fait pour faire de la science. Il est fait pour aider les scientifiques à la faire. Il n'est pas fait pour faire de la science. Mais bien sûr, certains l'utiliseront comme ça. Ils demanderont à ChatGPT de tout faire et ils pourront produire des faux articles au kilomètre, au risque de noyer le système. La revue par les pairs, ça marche quand les pairs ils ont le temps de lire les articles. Hein. Et c'est déjà un problème, c'était même déjà un problème avant l'IA. Maintenant, évidemment, c'est presque une menace existentielle. Et puis, je pense à toutes ces boîtes qui se lancent avec des affirmations un peu douteuses sur des innovations scientifiques, les grandes boîtes de cosmétiques, etc. Bon, j'imagine qu'effectivement, ça va faciliter, in fine, leur développement sur ces éléments-là. Bon, il faut que les publications scientifiques elles soient publiées, revues, etc. Mais bon, effectivement, ça a l'air d'accélérer les choses. Si vous habitez Paris, vous avez peut-être vu des publicités dans le métro pour friend.com. On pourrait penser à un site de rencontre, mais c'est plutôt une rencontre du troisième type qu'il y a derrière. Comment ? Ça en est un, c'est un site de rencontre. Ah bon, tu rencontres juste pas des humains, c'est tout. Ah oui, d'accord, oui, donc c'est des rencontres du troisième type, hein, c'est ça. Et ça nous vient tout droit du pays de l'oncle Sam Altman, Guillaume. Et oui, on avait déjà parlé de Friend.com, alors parce qu'ils avaient déjà fait une campagne de pub absolument monstrueuse dans le métro de New York et que la plupart des gens avaient détesté. Alors Friend, donc ami, hein, voilà, ami, veut vous vendre un ami. Ami.com. Ouais, c'est ça, ça veut vous vendre un ami en fait, hein, ça te vend un ami à porter autour du cou. C'est pratique. Mais c'est un bidule ça, c'est les fameux bidules. Exactement, c'est totalement un bidule. C'est ce qu'on appelle officiellement sur ce podcast un bidule AI. Alors c'est un bidule qui donc contiendra ton ami apparemment. C'est quand même pratique, tu n'auras plus besoin de t'embêter pour prendre le métro pour aller voir tes amis. Hein, et il sera toujours avec toi comme un Tamagotchi, n'est-ce pas ? C'est un Tamagotchi en fait. C'est vrai. C'est un peu le même principe, sauf que vous n'avez pas à nettoyer les crottes virtuelles. C'est vrai aussi. Le pendentif donne accès à un chatbot qui peut discuter avec toi évidemment n'importe quand. Et tu peux faire tout ça avec ton téléphone, bien entendu, mais tu n'as bien sûr pas besoin d'un appareil supplémentaire. Mais c'est le principe de ces bidules IA, c'est d'être fondamentalement inutile. Alors, le truc, c'est que ça n'empêche pas des dépenses massives en campagne de pub qui sont quand même particulièrement étranges et maladroites, parce que la plupart du temps, leur truc, c'est de dévaloriser les amis réels pour mettre en valeur les amis virtuels. Une manière de présenter les choses qui passe pas très bien en général, hein, bizarrement. Il y a une multitude de panneaux dans le métro de New York qui ont été vandalisés, la plupart avec des messages très hostiles pour l'IA en général. Et pourtant, Ami est arrivé à Paris, voilà. Quand je dis ça, je pense inévitablement au manga 20th Century Boy. Et c'est pas positif, hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le manga, il est très très bien, mais que le personnage d'Ami, à l'intérieur, qui est un personnage qui s'appelle Ami, il est très très flippant, parce qu'Ami, en fait, c'est le leader le leader sans visage d'une secte, qui est le parti de l'amitié, où les adeptes sont tous des amis. Mais au final, ils veulent quand même détruire l'humanité, hein. Mais bon, bref. Enfin, c'est 20th Century Boy, c'est très, très, très très bien comme manga, donc si vous avez jamais essayé. Mais bon, à Paris comme à New York, on a droit donc à ce type de pub du genre moi au moins, je laisserai jamais de vaisselle dans l'évier. Bah évidemment, débile, tu manges pas et t'as pas de bras. C'est vrai, tu risques pas.
Et enfin bon, vous voyez le genre quoi de truc. Le fondateur Aucun ami fait ça en plus de laisser de la vaisselle dans l'évier. Non, en général, c'est des colocs qui sont pas trop tes amis du coup. Mais... C'est exactement ça. Bref, le fondateur de Friend, Avi Schiffman, s'amuse de ces réactions négatives et paraît pas du tout inquiet d'être à fond Black Mirror. Il est carrément dans l'idée que toute publicité est une bonne publicité, quand il n'est pas carrément dans un délire New Age. Je vais le citer, c'est quand même marrant. Je le cite, « La relation la plus proche que je puisse décrire en parlant d'une IA comme celle-ci est honnêtement celle que j'entretiens avec Dieu. C'est une entité omniprésente à qui l'on parle sans jugement. » Donc en fait, c'est pas un ami que tu as autour du cou, c'est Dieu. Vous pouvez porter Dieu autour de votre cou. Alors avant, on le faisait aussi, ça avait la forme d'une croix, hein, pas d'une petite bouboule, pas d'un disque, mais bon voilà, c'est... bon, par contre, là, évidemment, la grande nouveauté, c'est que là, tu portes Dieu autour du cou, mais qui répond. En général, il répond pas. Bon, je crois pas du tout, évidemment, au moindre succès de ce genre de produit, mais allez savoir. Comme tu disais tout à l'heure, une personne sur 4000 prenait Claude pour Dieu, je crois. Bon, bah finalement, c'est même pas surprenant au final. Et puis, allez, évidemment, avec l'arrivée de l'IA, ce sont les moteurs de recherche qui se grattent la tête et qui se demandent s'ils doivent, ou plutôt comment ils doivent se réinventer. Mais il y a de plus en plus de gens qui utilisent l'IA, les chiffres semblent clairs. Mais on a aussi l'impression quand même que de plus en plus de gens la détestent. C'est marrant, et en tout cas, qu'ils n'en veulent pas du tout, en tout cas dans certains services, quoi. C'est de plus en plus clivant, quoi, c'est ça, finalement. Oui, voilà, c'est vrai. En fait, c'est beaucoup mieux formulé comme ça. C'est clivant. Merci. Et le dernier exemple en date semble être les moteurs de recherche, puisque ça semble être l'avis des utilisateurs de DuckDuckGo. Puisque DuckDuckGo, ils ont fait le test, ils ont proposé un site avec IA et un site sans IA. Ils ont fait un sondage pour savoir lequel les utilisateurs préféraient, et sur 175 000 votes, le résultat est sans appel, puisque c'est 90% qui ont choisi l'option sans IA. Je pense que Google devrait étudier cette enquête attentivement. Oui, parce que je suis pas certain que les utilisateurs de DuckDuckGo soient fondamentalement très différents de ceux de Google. Oui, évidemment, c'est pas les mêmes valeurs dans l'absolu, mais je pense que quand même le comportement d'attente par rapport au moteur de recherche, c'est le même. Mais bon. On peut l'imaginer. Bon, en tout cas, puisqu'on est dans les moteurs de recherche alternatifs, on peut aussi parler de Yahoo. Parce que oui, non seulement Yahoo existe toujours, mais il se voit comme le futur de la recherche sur Internet avec de l'IA, mais pas trop. Ils vont lancer un nouvel outil qui s'appelle Scout. Alors Scout, il est censé être une sorte de guide pour aller sur le web au sens assez général, mais dans le principe... C'est éclaireur, c'est ça en anglais, Scout, oui, exactement, c'est éclaireur. Ouais. Et donc ça ressemble globalement là forcément à ce qu'on a sur Perplexity par exemple, ou sur un peu le mode IA de Google. Et en réalité, Scout, il a deux boulots. Son premier boulot, c'est effectivement d'être un guide du web à la Perplexity, qui va faire des recherches, mais bien sûr en évitant le slope, en évitant les clickbait, tout ça. Bien sûr. Et il le fait, a priori, très correctement, sur les démos qu'on a. Il a le bon goût, quand même, de mettre plus en évidence que ses concurrents les liens Internet. Donc Scout tente, disons, moins de faire disparaître le web derrière ses résultats, ce qui est plutôt positif. Et son deuxième boulot, c'est la synergie avec les autres services de Yahoo, parce que il y a Yahoo, il y a de très très nombreux services de Yahoo. Enfin, t'as Yahoo pour tout, quoi. Yahoo, c'est depuis 30 ans, c'est un portail dans lequel t'as vraiment tout, quoi. Il y a Yahoo Shopping, Yahoo Horoscope, Yahoo Mail, Yahoo Weather, Yahoo Sexualité, je sais pas. Finance. Yahoo Finance, voilà, et je ne sais pas combien d'autres choses. Et donc Scout, évidemment, il a accès à tout ça, toute cette galaxie de services, et donc il peut s'en servir pour être encore plus pertinent et plus utile pour enrichir les résultats de recherche. Bon. Scout, va-t-il avoir plus de succès que le mode IA de DuckDuckGo ? Je sais pas, va-t-il convertir tout le monde et annoncer la remontada de Yahoo ? Parce que, écoute, peut-être qu'après 30 ans, disons, à faire profil bas, c'est quand même le 3e moteur de recherche aux États-Unis quand même, hein, mais bon. Yahoo, Yahoo reste utilisé en fait par quand même beaucoup de monde, même si ceux qui l'utilisent pas ont l'impression qu'il n'existe plus, mais en réalité il reste quand même assez utilisé. Alors, du coup, est-ce que grâce à Scout, Yahoo va détrôner Google dans les années 2030 ? Oh là là. Eh ben, ils y arriveront peut-être sur la longueur, tu vois, c'est un véritable marathon. C'est eux qui avaient racheté Tumblr, je crois, la plateforme de micro-blogging, si je dis pas de bêtises à une époque. Ça se trouve, il y a plein de données qui vont pouvoir ressortir. Pas trop, mais Yahoo, c'est un bordel, hein, c'est compliqué. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu le bordel. À 30 ans, il s'est passé des trucs, mais bon, écoute...
Et il va s'en passer encore beaucoup. Vous le saurez si vous continuez à écouter Tech Café. Si vous en êtes à ce niveau-là de l'épisode du podcast ou de la vidéo, c'est peut-être parce que les sujets qu'on vous partage vous intéressent et probablement que la manière de les traiter, dont ils ont été sélectionnés par Guillaume Poggiaspala et restitués, que ça vous convient, j'imagine en tout cas. Sinon, vous êtes vraiment de même à vous faire violence. C'est pas bien, arrêtez, faites autre chose. Mais si vous êtes là, c'est que ça vous plaît. Et peut-être que vous découvrez cette vidéo sans être abonné à la chaîne YouTube ou que vous écoutez cet épisode sans même être abonné au podcast. Alors dans tous les cas, abonnez-vous, vous allez voir que du contenu comme ça, en plus il y en a 2 fois par semaine. Et si vous nous écoutez depuis longtemps, que vous n'en êtes pas à votre premier Tech Café, peut-être même qu'une partie d'entre vous attend impatiemment à nouveau des sessions pédagogiques avec les castors et leurs noisettes, j'en sais rien. En tout cas, c'est le moment pour moi de vous inviter à devenir un être encore plus exceptionnel, de faire partie de la crème, comme ils disent dans Top Gun, et pas de rester parmi les moldus, quoi, parmi les sans-dents de l'infotech, et de vous proposer de vous abonner à la page Patreon de Tech Café à l'adresse patreon.com/techcafé. L'inscription, elle est gratuite. Elle vous permet de recevoir chaque semaine les infos avec un mail et quelques infos exclusives de temps en temps. Et vous pouvez même également vous abonner à la page Patreon avec un abonnement payant. Le premier niveau vous permet d'avoir un accès privé au podcast sans la pub, avec des épisodes exclusifs pour les personnes qui soutiennent Tech Café sur Patreon, avec les coulisses. Et voilà, et en ce mois de février, il y a une opportunité unique, je pense, qui vous attend. Un petit test que je fais à vous, les amoureux de la tech. Je vous propose de tenter de gagner des abonnements à Patreon. Il suffit de vous inscrire gratuitement, si c'est pas déjà fait, sur patreon.com/techcafé. Vous allez avoir très prochainement une publication à laquelle je vous demanderai de réagir. Et puis, il y aura un arbitrage qui sera fait, un tirage au sort probablement le 14 février, jour de la Saint-Valentin, pour gagner des mois de Patreon. C'est l'occasion ou jamais de nous montrer votre amour pour Tech Café, patreon.com/techcafé. On vous a déjà parlé de Groq, mais Groq avec un Q, pas un K, qui fait du matériel pour l'inférence, donc en gros faire fonctionner les IA. C'est Nvidia les a rachetés il y a de ça quelques semaines, je crois, très cher, il me semble de mémoire, 20 milliards. Donc on vous a déjà parlé de Groq, on vous a partagé ça dans Tech Café. Microsoft, a priori, a l'ambition de rivaliser avec ses propres processeurs faits maison. Ils annoncent une nouvelle version de cette petite mais espiègle Maya. Oui, Microsoft, comme tout le monde désormais, propose sa propre ligne de puce pour l'intelligence artificielle. Et cette petite puce porte le nom de Maya. Petite, oui, mais espiègle Maya, qui n'a vraiment peur de rien, qui suit toujours son chemin. Bref. Microsoft dévoile la 2e génération des Maya, la Maya 200 du coup. Et le nom de code, c'est Braga. Et je sais pas d'où ça sort, mais la première, elle avait le nom de code Athéna, c'était classe. Là, Braga, je sais pas, c'est pas clair. Il y a une ville au Portugal qui s'appelle Braga. Ça vient peut-être de là, ça a l'air sympa, c'est une petite ville de 200 000 habitants dans le nord du pays. Je suis jamais allé. Les villes méditerranéennes, peut-être. Ouais, moi, je suis jamais allé au Portugal. Tout le monde s'en fout, que je suis jamais allé au Portugal, je sais pas. Mais je suis assez d'accord, effectivement, on s'en fout complètement, je suis jamais allé au Portugal. Revenons donc à Maya. Revenons donc à Maya Braga, donc. Une puce qui passe du 5 au 3 nanomètres et qui aligne 144 milliards de transistors contre 105 pour la génération d'avant. On aurait 88 cœurs utilisables, on a aussi jusqu'à 216 gigaoctets de HBM3. La bande passante explose en passant de 1,8 à 7 teraoctets secondes. Malheureusement, tout ça se paye aussi puisque la puce consomme une fois et demi plus, ça va jusqu'à 750 watts cette fois. Tout ça pour développer quand même 10 pétaflops en 4 bits de précision. Alors la Maya 200 est prévue pour fonctionner à 4 par lame, donc sur un serveur lame, accompagné d'un seul processeur Cobalt 200, aussi par Microsoft, qui a été dévoilé en novembre dernier. Et donc tout ça, ça fait des serveurs full Microsoft qui sont prévus pour fonctionner en grappe, qui peuvent aller jusqu'à 1536 nœuds. C'est du lourd. Alors vous allez me dire, tout ça c'est très bien, mais ok, il renouvelle sa puce, elle est plus mieux meilleure que l'an dernier, la belle affaire. Ouais. C'est un peu ça, mais il y a quand même 2 aspects intéressants. Donc parce que par bien des aspects, justement, la Maya 200, elle est bizarrement une puce moins ambitieuse que la précédente. Déjà, elle gère moins de formats de nombres différents. Donc la Maya 100 avait la grande particularité de pouvoir manipuler des nombres en 6 et 9 bits, et Microsoft en était très fier. Ils voulaient faire de l'entraînement en 9 bits, et de l'inférence en 6 bits. Donc ça représente une perte de qualité qui est finalement assez faible dans les 2 cas, mais une belle économie en ressources, donc puis c'était plutôt sympa de voir des nouveautés.
Or, non seulement ces formats de nombre ne sont plus pris en charge par la Maya 200, mais en plus, elle est même plus capable de faire de l'entraînement. C'est naze. Elle est beaucoup plus puissante et plus efficace en inférence. Par contre, si Microsoft veut entraîner ses modèles, il devra se tourner encore une fois vers des prestataires comme Nvidia ou AMD. Et ça, c'est quand même un peu étonnant, parce qu'on aurait pu penser que Microsoft veuille une puce qui le rende complètement indépendant. Et c'est le cas de Google avec ses TPU, par exemple, là, qui peuvent absolument tout faire. Donc je suis un peu surpris par ces Maya 200 qui sont moins polyvalentes que leurs ancêtres de l'an dernier, entre guillemets, ancêtre 1, mais bon. Après, d'un autre point de vue, c'est clair que l'inférence coûte sans doute 10 fois plus cher, au moins que l'entraînement d'un modèle. Enfin, 10 fois, c'est probablement beaucoup plus, parce qu'on entraîne une fois, mais on fait de l'inférence pendant des mois pour des centaines de millions de personnes. Donc c'est vraiment là que le calcul se situe, quoi. C'est là que ça consomme. Donc tout miser là-dessus, c'est pas forcément idiot. Donc les Maya 200 sont d'ailleurs déjà en train d'accélérer les modèles GPT-5 d'OpenAI, et de faire baisser les coûts de copilote probablement, puisque c'est ça l'idée en fait, c'est qu'ils doivent cracher du token le moins cher possible pour espérer se faire des marges. Et donc les Maya misent un petit peu tout là-dessus, quoi. Alors on ne sait toujours pas si les 200, comme les 100 d'ailleurs, resteront à usage interne, ou si Microsoft envisage de proposer des VM à louer avec, comme le fait Amazon par exemple, ou même Google. Donc ça on verra pour plus tard. On pourrait essayer d'interpréter effectivement leur stratégie en disant que ils sont moins intéressés maintenant par l'entraînement de modèles maison, parce qu'ils se disent que d'autres le font déjà très bien, mais par contre ce qui les intéresse le plus c'est l'inférence, en gros de les exploiter. Bon, c'est un peu synthétique et j'imagine que ça se résume pas à ça simplement parce qu'ils ont sorti cette puce comme ça, mais... Non, mais Microsoft continue je pense d'entraîner ses propres modèles, mais il le fait sur du matériel Nvidia probablement. Et ça... disons que concurrencer Nvidia là-dessus, c'était probablement trop compliqué. Donc ils ont voulu se spécialiser sur l'inférence parce que effectivement c'est ce qui coûte le plus cher, quoi. Voilà. Bon, c'est pas déconnant du coup. Samsung, parlons un peu des écrans de Samsung. Qu'est-ce qu'ils sont beaux les écrans de Samsung. Est-ce qu'on peut tomber d'accord, Guillaume, en disant que c'est la société qui fabrique les meilleurs écrans de smartphone du monde? C'est la meilleure société écran. Petite news rapide effectivement sur Samsung, donc on est enfin d'ailleurs le prix du Galaxy Trifold. Oui, il va pas être cher. Ce truc qui se plie donc en 3, et c'est très cohérent finalement, il se plie en 3, et il coûte 3000 balles, c'est normal. Voilà. Il se plie en 3 morceaux, 3000 balles. Le Galaxy Fold il se plie en 2 morceaux, il fait 2000 balles. Tout ça c'est une logique absolument implacable. Et puis est-ce que c'est si cher? Bon, la réponse c'est oui, évidemment que c'est cher, bien sûr. Mais bon, il n'y a que quand tu regardes les prix d'Apple qu'un truc comme ça peut apparaître ne serait-ce que tout petit peu raisonnable. Parce que le ticket d'entrée de l'iPhone 17 Pro Max, c'est quand même 1500 balles. Mais bon, et puis il n'y a qu'un seul bout, qu'un seul, voilà. Mais bon, au moins, vous connaissez le prix. On va pas vous laisser comme ça, aussi vous parler de quelque chose que peut-être un jour vous serez en mesure de vous payer. Samsung expérimente avec une nouvelle technologie d'écran qui a une caractéristique assez unique, puisqu'elle est directionnelle. Pour le dire vite, et parce que de toute façon j'ai aucun détail technique sur comment ça marche, les pixels sont capables d'envoyer de la lumière dans une direction déterminée. Donc si on leur demande d'envoyer de la lumière droit devant, si tu es sur les côtés, tu ne verras pas. Donc on peut avoir une zone sur l'écran qui reste confidentielle, c'est-à-dire que si tu es juste en face, tu peux lire ce qui est écrit, si tu es légèrement de côté, tout devient noir. Apparemment, c'est une nouvelle génération d'écrans OLED, dont certaines zones peuvent avoir cette caractéristique. Alors je sais qu'il existe des protections d'écran qui offrent ce genre de service, mais là ce sera inclus dans le téléphone, ça concernera pas forcément tout l'écran, et ça sera à la demande du coup. Donc on peut avoir par exemple une zone de notification qui est concernée, et puis même peut-être certaines notifications qui sont concernées, mais pas le reste, tu vois, ce genre de truc. Proposition assez originale, qu'on verra peut-être arriver sur les prochains S26, on va savoir. Et puis l'activer par moment où tu en as vraiment besoin, genre dans le train, et puis après si ça altère un petit peu le confort de consultation du smartphone, tu le désactives peut-être, pourquoi pas, j'en sais rien. Je sais pas si c'est comme ça que ça peut marcher, mais en tout cas, Samsung qui bosse sur le sujet. C'est le grand duel de l'épisode qui sera le plus fort entre AMD et Intel. On les met sur le ring, Guillaume? Oui, ça y est, on a surtout les premiers tests des tout derniers processeurs Intel, les Panther Lake, et j'ai le plaisir d'annoncer que c'est très positif. C'est agréable d'annoncer des bonnes nouvelles de temps en temps, quand même. C'est vrai. On parle spécifiquement du processeur qui a donc le nom accouché dehors suivant, le Core Ultra X9 388H, testé dans un Asus ZenBook Duo qui lui aussi a un nom à pas dormir chez toi, c'est UX8407. Alors vous savez, c'est ce portable bizarre avec 2 écrans empilés l'un sur l'autre, là, ce truc. Voilà. Donc on en parle à chaque CES de ces trucs-là. Bon, les tests montrent que
On a une performance CPU multicore qui est jusqu'à 2 fois supérieure à celle des processeurs de la génération d'avant, donc les Lunar Lake et Meteor Lake, et il est 10% plus rapide en monocœur que les concurrents Ryzen, alors Ryzen qui ont aussi des noms super, que les Ryzen AI 9 HX 370 et que les Snapdragon X Elite. Ça fait du bien un truc un peu plus court. Ouais. Côté GPU, on n'est vraiment pas en reste, puisque les Arc B390, donc celles qui ont 12 cœurs qui sont d'ailleurs fabriquées par TSMC, on avait dit que c'était des puces hybrides à ce niveau-là, eh ben, elle est presque 2 fois plus puissante que les GPU précédents d'Intel, et elle est plus de 5 fois plus rapide que les Radeon 890M dans Cyberpunk 2077 en ray tracing. On reste toujours quand même sur de l'entrée de gamme avec du jeu qu'il faudra rester en 1080p, quoi. Mais c'est quand même remarquable de se voir qu'on peut activer le ray tracing et avoir un jeu fluide dans Cyberpunk 2077 avec une carte graphique intégrée. Il n'y a pas d'équivalent à du DLSS ou que sais-je sur les technos Intel ? Bien sûr que si. Ah. Et c'est ça qui est très bien, c'est qu'effectivement, non mais là, si tu veux, il y a un vrai gap entre Panther Lake et les générations précédentes. Et Intel revient vraiment dans la course, parce qu'il se permet de damer les pions au Ryzen de la série 300, et sa GPU est assez impressionnante. En réalité, elle se situe aux alentours d'une GeForce RTX 4050, et on a les fonctions d'upscaling avec XeSS3, donc qui fait donc de l'upscaling de très bonne qualité, et de la frame generation, de la génération d'images, quoi, donc comme les derniers DLSS. Donc, on peut vraiment envisager des PC gamers d'entrée de gamme sans carte graphique dédiée. C'est cool. C'était déjà le cas avec les 8060S qu'on trouve dans les Halo Strix, donc c'est quand même d'AMD, donc c'est vraiment des SoC haut de gamme. Mais là, effectivement, tu peux jouer confortablement un jeu comme Cyberpunk 2077 avec une carte graphique intégrée sur l'écran du PC, qui est souvent de 1080p. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Et l'autonomie fait aussi un véritable bond, puisqu'on atteint 17h30 avec une batterie de 99 Wh, ce qui est une amélioration significative par rapport au modèle précédent, quoi, malgré la charge supplémentaire d'un écran secondaire sur le ZenBook Duo. Donc c'est vraiment c'est quand même une belle remontada, je trouve, pour Intel, avec une architecture qui est très prometteuse. Alors AMD aussi est censé rafraîchir sa gamme de Ryzen AI avec la série 400, la série Gorgon Point, dont très honnêtement on n'attend pas des miracles. On reste globalement à peu près sur la même chose, avec un CPU qui gagne 100 MHz et une NPU plus rapide et la possibilité de gérer de la DDR5 à 8000 et 8500, enfin de la DDR5 8000 ou 8533. Donc c'est la mémoire plus rapide, c'est toujours positif. Après, les premiers tests montrent une évolution qui reste assez mineure et qui indique que peut-être AMD pourrait perdre du terrain sur cette génération. Et on ne parle pas que vis-à-vis d'Intel, mais aussi vis-à-vis de Qualcomm, qui vont sortir des nouveaux processeurs ARM pour PC, pour Windows, et évidemment d'Apple. Alors Apple, évidemment, qui vont même peut-être lancer, si tu veux, cette mode des très très gros SoC pour le grand public. AMD, d'ailleurs, avait lancé la mode dans le mode x86, de ces très gros systèmes sur puce. Et pour un temps, ils étaient les meilleurs là-dedans, et puis ils avaient un petit monopole. Et puis on le voit très bien avec leur omniprésence dans tous les consoles PC comme les Steam Deck. Désormais, avec Panther Lake, il est tout à fait envisageable de créer de très bonnes petites consoles à la Steam Deck ou à la ROG Ally avec que de l'Intel, en pur Intel. Donc il est compétitif avec les meilleures offres d'AMD, donc c'est intéressant. Qualcomm aussi va arriver avec... Qualcomm qui a fait beaucoup de progrès, qui va arriver avec ses Elite X2, donc voilà, ça va être beaucoup plus concurrentiel. Alors il va rester la question du prix, évidemment, les Panther Lake sont de très bons processeurs, après ils risquent de ne pas être donnés non plus. On aime ça quand il y a de la concurrence et du choix de toute façon. Dans le cadre de la guerre en Ukraine, on se retrouve une fois de plus amené à parler de l'accès Internet avec Starlink, la solution de connexion par satellite d'Elon Musk. Bon, Starlink, c'est super important en Ukraine, il est utilisé pour les lignes de front, sur les lignes de front pour commander les drones, pour communiquer, tout ça, c'est devenu un véritable atout stratégique. Et le souci, c'est qu'on en est désormais sûr, les Russes utilisent aussi Starlink pour leurs propres drones, et il y a même un marché noir international de terminaux Starlink. C'est fou ça. Et les troupes russes en sont équipées. Ça paraît conceptuellement dingue de se dire que tu peux utiliser une connexion par satellite virtuellement où tu veux à l'insu de la commercialisation comme ça paraît fou. Ben oui, et c'est vrai que le fait que les Russes utilisent l'internet spatial ne plaît pas beaucoup aux Polonais, par exemple, ils sont pas très loin, régulièrement il y a des drones qui mordent sur le territoire, qui se rapprochent un petit peu trop, voire qui passent carrément sur le territoire, vraiment. Le ministre des Affaires étrangères polonais a donc apostrophé Elon Musk sur X, en l'exhortant à d'empêcher les Russes d'utiliser Starlink pour cibler les villes ukrainiennes. Alors, il l'a pas fait de manière très courtoise, puisqu'il a sous-entendu qu'Elon pourrait tirer profit de crimes de guerre, quoi.
Ce à quoi Elon a répondu lui-même avec sa diplomatie légendaire qu'il n'était qu'un imbécile baveux. Je cite, donc la situation est compliquée parce que du côté de Starlink, c'est pas si évident d'empêcher les Russes totalement d'utiliser leurs satellites. Puisque les Russes... Mais ça paraît fou. Ça paraît ouais, dingue, mais pourtant, ça. les Russes sont en Ukraine. Donc les géofencing, c'est compliqué. Parce que on peut pas interdire le truc. Dans certaines zones ukrainiennes, tu peux pas interdire le truc en Ukraine, ni même sur certaines zones, parce que c'est des zones disputées, donc tu sais pas en fait qui utilise. Et puis la zone en plus est mouvante selon les affrontements. Ça bouge tout le temps, bien sûr. Et puis par ailleurs, les terminaux utilisés sont achetés au marché noir, et ils utilisent de fausses identités, bien sûr. Donc Starlink joue déjà à tap-top avec les Russes depuis un petit moment, c'est pas évident quoi, ils trouvent toujours les moyens de contourner. Et le truc c'est que côté polonais, on a aussi raison d'être pas très content, parce que je veux dire, c'est eux qui payent, quand même. Oui, parce qu'Elon Musk, il est énormément de choses, mais c'est pas un philanthrope. Et la connectivité de Starlink en Ukraine, elle est pas gratuite. C'est les Polonais qui payent. C'est eux qui règlent la facture. Donc, voir les ennemis utiliser un service qu'ils payent, c'est comme si tu voyais ton voisin que tu détestes regarder les Bridgerton avec ton abonnement Netflix. C'est intolérable. Ah, l'image excellente. Moi, je me déconnecte direct. Je me désabonne direct. C'est pas possible, tu vois. Il faut les comprendre aussi. Ah, l'image est extrêmement parlante. Je pense que vous avez tous le seum là et que vous avez tous envie d'aller soutenir le ministre de la Défense polonais dans sa démarche. On parlait la semaine dernière, vite fait, du programme Artemis 2 qui aurait pu être lancé en février. Il faudra attendre encore un peu, au moins un mois de plus, parce qu'il y a un essai, ça date d'aujourd'hui, qui a montré qu'une fuite d'hydrogène devait être corrigée sur le lanceur SLS avant le lancement. C'était déjà ce problème qui avait amené à repousser le lancement d'Artemis 1 en 2022. Donc voilà, l'histoire se répète et on peut comprendre qu'ils prennent toutes les précautions. Tu avais expliqué d'ailleurs la semaine dernière que oui, il y avait plein d'enjeux de sécurité à vérifier, que c'était pas si simple. On en arrive au suivi de ce projet pharaonique, Neom, en Arabie Saoudite, qui avait été lancé en 2017. On en avait parlé dans Tech Café. On voyait depuis des choses avancées, avec des images par-ci par-là, de gros tractopelles qui s'organisaient. Et puis, disons que ça avance, mais peut-être pas aussi vite qu'il le faudrait, Guillaume. Bon oui, on en a parlé plusieurs fois, et certainement pas en bien. Vous vous souvenez, le projet Neom de MBS, le prince d'Arabie Saoudite, en particulier The Line. Projet de ville linéaire en plein milieu du désert. Je me souviens encore des animations de 3D qu'ils nous avaient montrées pour nous vendre le premier. Magnifique. C'était littéralement incroyable. Je sais pas si personne n'y a jamais cru. 9 millions de personnes dans une ville linéaire de 170 km au bord de la mer Rouge, alors évidemment gavé de technologie et d'intelligence artificielle et de robots de tous les côtés, le tout s'étendant comme une espèce de mur en miroir énorme de plusieurs dizaines de mètres de haut, planté comme ça au milieu du désert. Ça a fait beaucoup rire à peu près tous les urbanistes de la planète, et par ailleurs les travaux se sont enlisés, les coûts ont explosé. Le prix du pétrole a baissé, les scandales se sont succédés, et désormais surtout, si tu veux faire énormément de pognon, il y a plus simple que de faire des villes linéaires comme ça. T'as qu'à fabriquer des data centers. Et donc de villes du futur utopique, les infrastructures de The Line vont servir tout simplement à faire un pôle de data centers au bord de la mer Rouge, qui seront refroidis directement par l'eau de mer. Autant dire que la vision 2030 de Mohamed Ben Salman, elle a beaucoup changé, et que tout ce bullshit de science-fiction a été complètement abandonné. Aujourd'hui, de toute façon, la mode c'est l'IA, et donc Mohamed, il veut faire de son royaume un acteur incontournable de l'IA. Du coup, il va le faire très exactement comme tout le monde, probablement avec les mêmes problèmes que tout le monde, c'est-à-dire qu'il va devoir construire des data centers énormes, puis après il va falloir les alimenter en énergie, par quoi on n'en sait rien, trouver les puces à mettre dedans, d'ailleurs qui ça va peut-être pas être évident non plus. En tout cas, la transformation radicale du pays à l'horizon 2030 vers une sorte d'Eldorado numérique post-pétrole, d'utopie technologique, tout ça, oui, c'est mort, en tout cas ça a pris un sacré coup dans l'aile. Moi, c'est vrai que j'avais des questionnements quand on avait vu ces fameuses images. Là, on voyait que les travaux avançaient. Je me disais, on s'est moqué, il y a quand même des choses qui sortent, tu vois. C'est bon. Un trou et deux murs, ouais. Il y a eu des trous et des coulées de béton, quoi. Tu nous avais, alors on est dans les vieux sujets qu'on actualise, enfin pas les vieux sujets, mais les sujets dont on vous a parlé tôt et qu'on actualise. Tu nous avais parlé il y a de ça des années, Guillaume, de Beyond Meat. Ça faisait partie des premiers à lancer les alternatives végétales à la viande. Et depuis, l'entreprise, alors ça s'est développé, il y a des trucs de dispo, mais l'entreprise a un peu de mal à s'imposer dans toutes nos assiettes, j'ai l'impression. Et il fut un temps où on parlait plus souvent de viande artificielle, je dirais pas beaucoup, mais quand même, on en parlait de temps en temps. C'était, je sais pas, il y a 4 ou 5 ans. On parlait soit de viande artificielle d'origine végétale, soit vraiment de viande qu'on faisait pousser en réacteur biologique, de vraie fausse viande, on va dire.
Donc tu avais du Impossible Food ou du Beyond Meat, ce genre de truc, et ça a fait un bon moment qu'on n'en parle absolument plus du tout. Et tu sais pourquoi ? Parce que personne n'en a rien à foutre. Parce que manger moins de viande, c'était à la mode à un moment, mais c'est terminé. En tout cas, aux États-Unis, c'est plus du tout la hype. La tendance à réduire la consommation de viande a chuté de 37 à 22% entre 2022 et 2025. Et conjointement, les ventes de substituts végétaux ont baissé de 7% entre 2023 et 2024. Bon, de l'autre côté, et ça c'est plutôt positif, la méfiance envers les aliments ultra transformés s'est beaucoup accrue ces dernières années. Et bon, c'est vrai que la viande artificielle que tu fais avec des plantes auxquelles tu fais subir des trucs qu'on ne veut pas savoir, qui sont faites avec du soja, avec des fibres artificielles et un truc, je sais pas ce que c'est, qui imite du sang, bon, c'est clairement un truc ultra industriel, évidemment. Alors évidemment, du coup, ça fait pas trop les affaires de Beyond Meat. À une époque, ils faisaient des partenariats avec plein de fast-food. J'allais moi-même manger, je pense, chez Burger King, un truc comme ça. Oui, ça me parle, effectivement. Mais ça a mené à rien, en réalité. Il y a beaucoup de chaînes qui ont retiré la viande artificielle des menus. Beyond Meat est en grande difficulté financière et pour se renflouer, elle compte sur les sodas. C'est pas une blague. Beyond Meat va produire des boissons protéinées. La plupart des boissons qu'on trouve actuellement protéinées, elles sont faites avec des protéines de lait ou de pois. Et elles ont une texture très particulière, disons. Le truc de Beyond, c'est de faire des boissons fortement protéinées avec des fibres incluses, qui auraient aussi, alors évidemment, avec des antioxydants, des électrolytes, mais c'est un truc qui n'est pas un goût de merde, si je résume. Et bon, c'est aussi des aliments ultra transformés et totalement industriels. Mais bizarrement, quand il s'agit de boissons, tout le monde s'en fout. Je sais pas si t'as remarqué, je rigole pas, mais franchement, les mecs qui cherchent les moindres E122, E machin, E truc sur toutes les étiquettes, à côté, ils peuvent s'envoyer n'importe quelle merde tant que c'est sous forme de soda ou de boisson un peu ludique. Ça arrive, c'est vrai, ça arrive. Non mais on fait beaucoup moins attention. Moi, je mange sain et puis tu bois un truc. Bon. Et d'ailleurs, le marché de la boisson protéinée est en forte hausse. C'est pas pour rien que Beyond vise ce marché en croissance, évidemment. C'est un peu leur dernière chance de se sauver la peau, quoi. Le cours de l'action Beyond est tombé sous le dollar. Ce qui fait qu'il risque d'être viré du Nasdaq, carrément. Beyond accumule les pertes depuis son IPO en 2019, et pourtant ça partait plutôt bien. Il y avait une action à $25 qui est passée à un moment à 240. C'est fou, hein. Et qui est tombée à 25, 240 et à 1. Ouais, c'est... Voilà. Et oui, pas moyen de trouver de rentabilité. Bon, ils ont eu des pratiques comptables assez opaques, et qui leur ont valu d'ailleurs une action en justice des actionnaires. Donc Beyond, c'est un échec, et donc Beyond doit aller au-delà. Beyond Meat va aller carrément beaucoup au-delà de la viande, puisqu'ils vont aller jusqu'à la boisson à la mandarine, ce qui est vraiment très au-delà de la viande. Oui, c'est vrai qu'on voit encore le bœuf là dans le haut du logo Beyond, mais il faudra peut-être envisager de le retirer. Bon, quoique, ça fait une signature, une marque, une histoire. Écoute, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ce qui est marquant, tu as raison, c'est de souligner le changement d'approche. Et moi, où j'imaginais que c'était vraiment, à l'époque, on en parlait, une tendance d'avenir, tu vois, et que vu les orientations, les objectifs qu'on avait pour la planète, sur lesquels on tombait globalement tous d'accord, il n'y avait pas trop de discussion tous possible. D'accord, comme tu y vas. Oh, quand même, globalement. Bon, t'as vu les recommandations nutritionnelles, les nouvelles recommandations nutritionnelles de RFK aux États-Unis. Non, j'ai pas du tout vu. C'est quoi RFK ? RFK, c'est Robert Fitzgerald Kennedy, le ministre de la Santé américain. Ah oui, d'accord, je visualise le monsieur, oui. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, lui ? Qu'il faut manger, lui, là, il veut réhabiliter le lait, le gras et la viande. Ah, remarque, c'est tellement logique, en fait, j'aurais pu le deviner. C'est tellement logique, n'est-ce pas ? Donc non, on va dire, le végétarisme, c'est plus trop à la mode, en fait. Ouais, ce qui est fou, c'est que de promouvoir ça d'un point de vue politique, compte tenu de l'état d'esprit, etc., pourquoi pas, mais que la consommation des Américains suive ça, c'est presque plus ça que je trouve étonnant, finalement, quelque part. Bon, t'inquiète pas, de toute façon, les Américains ne suivent absolument pas les recommandations nutritionnelles du ministère de la Santé. Ça a été vérifié, prouvé par de nombreuses études. Ils en ont rien à carrer. Ah, quelque part, dans ce cas-là précis, c'est rassurant, du coup. Écoute, très bien. Au moins, il n'a pas recommandé de boire un petit verre de pétrole chaque matin. C'est déjà ça de gagner. Merci beaucoup pour cette sélection. En tout cas, Guillaume, qui nous permet de nous tenir au courant de manière poussée dans l'actu des nouvelles technologies, avec un regard éclairé. On espère que vous avez passé un bon moment tout en apprenant un maximum d'informations. N'hésitez évidemment pas à partager l'existence de Tech Café autour de vous, à réagir aux épisodes. Vous avez un champ commentaire sur techcafé.fr. Très facile, un petit formulaire. Tac, mis
Mika, serial commentateur, garde cette habitude de commenter sur techcafé.fr. Vous pouvez bien évidemment vous prêter à l'exercice, aller déposer des avis sur Apple Podcast, Podcast Addict. Ça fait très longtemps que je ne cite plus les avis. Je vais peut-être reprendre, je ne sais pas. Je verrai ce qui se passe, mais en tout cas, n'hésitez pas C'est parce qu'ils à sont partager. mauvais. C'est parce qu'ils sont méchants. Comment ? J'ai pas C'est entendu. parce qu'ils sont méchants. Bon, alors oui, c'est vrai qu'il y en avait un méchant, ça m'avait gavé. Il y en avait un qui était relou, un maga là. Ouais, en fait, en vrai, je m'étais dit, bon, ça va, ça me fout le seum. J'avais même pas envie d'y retourner parce qu'en plus, quand j'y retournais, je le revoyais à chaque fois, toutes les semaines. Je m'étais dit, oh, allez, ça suffit maintenant, on verra plus tard. Et donc je les cite plus. Donc ouais, peut-être retournez déposer des avis sur Apple Podcast, Podcast Addict, parce que ça aide à la notoriété du podcast. Ça aide pas à être plus visible, hein. Ça c'est vraiment une idée préconçue des podcasts, c'est pas du tout le cas. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est quand les gens tombent sur le podcast, quand ils voient que c'est noté, je sais rien, presque 5 avec plein d'avis, et ben ça les convainc d'écouter. Et donc voilà, ça vous pouvez concrètement apporter votre pierre à l'édifice du podcast. Merci beaucoup pour votre fidélité, Guillaume. Où te retrouve-t-on ? Où on te retrouve ? On va me retrouver à lire 21st Century Boy, parce que j'ai lu le premier cycle, 20th Century Boy, et que je recommande d'ailleurs, donc le manga 20th Century Boy, et j'ai jamais lu le deuxième, et c'est une honte, j'ai jamais jamais pris le temps, on va dire, de lire le deuxième cycle, et franchement, c'est une honte. D'où la couverture de cet épisode de podcast. Donc, si oui, c'est Annie, oui, tout à fait. Ton petit clin d'œil. Merci beaucoup. Vous me retrouvez vraisemblablement en live, en vidéo sur YouTube, sur Twitch, chaque vendredi matin à 10h. Et puis, je pense que je vais aller quand même définitivement me consacrer du temps sur Years and Years. J'ai compris que c'était pas trop long à la série qui a été recommandée, que tu avais toi-même recommandé. 6 épisodes. C'est une mini-série. Donc, je pense que ça vaut définitivement le coup de se l'inscrire, compte tenu des recommandations qui ont déjà été faites dans l'épisode hebdomadaire, le précédent épisode de Tech Café. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.